que Netherlands était devenu un kikkerland, c'est-à-dire un pays de grenouilles. La destruction des digues avait fait disparaître bon nombre de leurs terres cultivables et les bombardements avaient laissé la population avec peu de logements habitables. Conséquemment, plusieurs familles se retrouvaient sans abri, sans emploi et pratiquement sans avenir pour leurs enfants. À partir de 1947, le consulat canadien leur ouvrit ses portes avec un programme d'immigration au Canada qui répondait à leurs besoins. Un pays de grands espaces et de belles terres cultivables, avec des emplois payants, la paix et un avenir serein pour toute la famille. Choisir le Canada, c'était choisir un pays de lait et de miel, ein Land van Melk en Honing. À partir des années 50, de nombreuses familles néerlandaises acceptèrent l'invitation du Canada et débarquèrent ici pour se refaire une vie. Plusieurs de ces gens de l'autre bord choisirent de s'établir dans l'Est ontarien. La famille Dijkstra arriva dans le canton de Glengarry en août 1956 pour s'installer dans une ferme à la sortie de ce petit village paisible. Mon deuxième extrait vient tout de suite après, partie 1, les sabots de bois. Et Véronique vous en a lu une partie tantôt, parce qu'André Lamontagne avait choisi d'en écrire un extrait. L'arrivée à l'école. Il pleuvait, mais à peine la première journée qu'on les aperçut dans la cour du village. Une fille raide comme un piquet, aux jambes longues, aux cheveux courts. À ses côtés, un garçon plus jeune, mais aussi sérieux qu'elle, sûrement son frère. Ils avaient tous les deux les cheveux blonds, coupés en balai, une vraie maison. Ils semblaient vêtus un peu trop chaudement pour le 4 septembre, jour de la rentrée scolaire à l'école Saint-Joseph. Leurs souliers de cuir noir reluisant, certainement ce qu'ils portaient de plus neuf ce jour-là, devaient leur sembler très étranges, car ils n'avaient connu que des sabots de bois avant leur arrivée au Canada. « Marguerite !» répondit-elle d'une voix claire, quand vint son tour à se nommer devant la classe. Elle prononçait son nom « Marguerite » en accentuant la deuxième syllabe avec un « i » très pur et très ouvert. Des élèves de la classe furent surpris d'entendre sa voix sonore et son ton brusque. Cela fit rire les garçons et sourire les filles. Elle s'appelle Marguerite, comme Marguerite Duville, vous voyez, annonça fièrement sœur Rita aux élèves de la classe du 7e, en scandant lentement le nom, afin que la nouvelle l'entende bien et qu'elle apprenne à le dire correctement. Marguerite, répondit aussitôt la fille aux yeux sévères, d'une voix encore plus forte qu'avant et d'un ton tranchant. Maintenant, vous savez comment l'appeler. Marguerite. Et je termine avec un dernier extrait qui s'intitule « Le Père des Rochers ». Nous nous retrouvons maintenant dans la cour des voisins de la famille Dijkstra. De sa fenêtre, Alice Davos avait vu arriver leur voiture dans la cour et se demandait bien ce qu'ils étaient venus emprunter si tôt par un dimanche matin. Quand Romuald sortit de l'étable, suivi de Franz Dijkstra, elle comprit vite que quelque chose n'allait pas. Romuald lui expliqua rapidement la situation en entrant dans la maison avec leurs voisins. On dira qu'il a perdu sa fille. Il pensait la sauver ici. Alice trouva ça bien bizarre. Ben, voyons donc. Elle fit asseoir Franz Dijkstra à sa table de cuisine. Heureusement qu'il avait enlevé ses grosses bottes toutes boueuses sur le perron avant d'entrer dans la maison, étant donné que les planchers étaient très cirés. Après tout, on est dimanche matin. Elle lui servit un café noir pendant que Romuald appelait M. le curé des Rochers. Franz ne voulait rien manger. Il but à peine quelques gorgées de café. « Oui, mon père,
C'est tout ce que je sais. J'en sais pas plus. Je pense qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il est tout à l'envers un matin. Oh, il fait vraiment pitié. Mais il m'a demandé de vous appeler. Pouvez-vous venir lui parler? Je comprends bien que c'est dimanche matin. Certainement que le Père des Rochers allait venir le voir, mais pas avant d'avoir chanté ces 2 messes dominicales, tout de même. J'aimerais maintenant remercier toute l'équipe des éditions d'Avril d'avoir cru en cette histoire et de m'avoir encouragé et guidé avec leurs conseils judicieux. Merci beaucoup d'avoir choisi de publier ce roman. Je suis tellement honorée d'être autrice chez vous. Et le matin que j'ai reçu l'appel, le 13 octobre 2023, j'ai sauté de joie dans ma cuisine. Je ne pouvais pas m'imaginer. J'étais tellement heureuse. Merci. Et merci à mon fils Alain d'avoir agi comme animateur avec autant de charme et d'humour. J'avais hérité de ton talent pour voler. Maintenant, je termine avec un petit clin d'œil aux Jeux olympiques et Jeux paralympiques de 2024, puisqu'on l'a fait à l'esprit. Comme on passe le flambeau au prochain coureur, après avoir fait sa part, je remets maintenant ce roman entre vos mains. C'est à votre tour de lui donner vie à votre façon, en le lisant, en le visualisant, en y réfléchissant. Bonne lecture, chers amis, et grand merci de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout. Alors, merci encore une fois d'être là aujourd'hui. C'est vraiment super de vous voir en grand nombre. Merci de vous être déplacés pour ça. Il y a encore, on a la salle encore un bout de temps, alors vous pouvez parler entre vous. Il y a des grignotines. Je pense que la maison d'édition va nous dire qu'il n'est pas trop tard de faire un autre achat s'il y a des cadeaux de Noël en perspective ou quoi que ce soit. Alors encore une fois, merci beaucoup et bonne journée.